12h30 à Tel Aviv, c'est le journal. Merci d'être avec nous sur I24 à la une de l'actualité. D'abord, cette tempête, l'une des pires tempêtes de l'histoire des États-Unis. Jonas, aussi rebaptisé Snauzila, paralyse la côte Est avec un bilan déjà très lourd. Au moins 20 morts, des centaines de milliers de foyers sans électricité et des villes entières paralysées. Début d'une visite de 3 jours en Inde pour le président français. Objectif principal de ce voyage, la vente de 36 Rafale au gouvernement de Modi. Cette transaction est estimée à 5 milliards d'euros, mais l'Elysée reste prudent ce dimanche. Et puis toujours pas de gouvernement en Espagne, faute de majorité. Mariano Rajoy a annoncé qu'il renonçait à former une coalition. Mais voilà, les socialistes refusent pour l'heure de négocier avec le parti Podemos et l'impasse politique risque donc de se poursuivre. Élection présidentielle cette fois au Portugal et c'est sans doute l'ancien président du Parti social-démocrate de centre-droit, Marcelo Rebelo de Sousa, qui remportera le scrutin loin devant son adversaire de gauche. C'est la polémique du week-end. Cet échange tendu entre Alain Finkielkraut et William Beruma sur le plateau de l'émission Des paroles et des actes, présentée par David Pujadas. C'était sur France 2, jeudi soir. Lise, on va plus loin avec vous. Depuis, on peut le dire, ça fait le buzz. Oui, jeudi soir dernier, donc une jeune enseignante, William Beruma, a interpellé le philosophe sur le plateau. Une jeune femme présentée comme étant de confession musulmane. Et dans la litanie de reproches qu'elle adresse à l'intellectuel, il y a notamment celui d'obscurcir les esprits et de contribuer à l'islamophobie, mais elle a surtout intimé l'ordre à Finkielkraut de se taire. On va regarder quelques morceaux choisis de cette vidéo qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Elle commence en parlant de ce qu'elle appelle les attaques anti-musulmanes en France. Écoutez. Elles sont aussi encouragées par des pseudo-intellectuels qui en parlent et qui font des analyses, et elles sont enfin encouragées par des médias qui traitent l'information de manière totalement biaisée, de sorte à faire du musulman l'ennemi de l'intérieur. Là où votre rôle d'intellectuel, c'était d'éclairer les débats, vous avez au contraire obscurci nos pensées, nos esprits, avec tout un tas de théories vaseuses et très approximatives. Alors ma question c'est, êtes-vous conscient, et du coup vous aussi monsieur Pujadas, que vous êtes un salaud, non. Êtes-vous conscient? J'aurais pu le dire, mais je ne l'ai pas dit. Il y a une vidéo qui tourne sur vous sur Internet où vous criez à monsieur Dafri, taisez-vous, taisez-vous. Je vais vous dire, moi, pour le bien de la France, je vous dis la même chose. Taisez-vous, monsieur Finkielkraut. Voilà qui est clair. Lise, le problème, c'est que cette jeune femme présentée comme apolitique est au contraire très engagée politiquement. Alors en tout cas, d'après le magazine Marianne, elle est liée au Parti des indigènes de la République, un parti qui se définit comme antiraciste, antisioniste et en lutte contre les discriminations. Le but de ce mouvement, c'est de faire changer de paradigme à la gauche en passant de la lutte des classes à la lutte des races. La principale intéressée, elle, a démenti sur Twitter. Elle dit ne pas faire partie de ce mouvement. Pourtant, c'est une femme engagée puisqu'elle a participé aux dernières élections régionales en France sur une liste d'union citoyenne en Île-de-France. En tout cas, cette personnalité n'a pas plu aux internautes. Sur Twitter, on a pu lire qu'elle attisait les antagonismes, que c'était une militante haineuse ou encore une harpie. Voilà, une polémique qui entraîne d'autres questions, notamment celle de savoir pourquoi David Pujadas lui a laissé un temps de parole si long sans intervenir. Alors la question qui demeure, c'est est-ce que David Pujadas savait qu'elle était engagée et savait-il qu'elle était là pour offrir un véritable discours militant? Certainement oui. Il attendait même le clash, il voulait son moment de télé. D'ailleurs, on le voit sourire de la tension latente sur le plateau à plusieurs reprises. Et il a eu beaucoup de complaisance pour cette jeune femme puisqu'il ne l'a coupée qu'au bout de 4 minutes 30 avec un petit « c'est un dialogue quand même » sans oser l'interrompre. Alors, dans sa réponse, on va la voir immédiatement. Alain Finkielkraut parle d'idéologie des banlieues pour qualifier les propos de cette enseignante. Oui, un courant de pensée qui se fonde sur 2 piliers. D'abord, une susceptibilité à fleur de peau et deuxièmement, une déresponsabilisation totale, jamais de remise en cause de soi. On écoute Alain Finkielkraut. On se replie sur une susceptibilité à fleur de peau et on cherche à toute chose un coupable extérieur. Et c'est véritablement dommage, car l'occasion, si vous voulez, ça s'impose aujourd'hui. Une remise en question de l'islam par lui-même est absolument indispensable. Dénoncer
si vous voulez, sans cesse l'islamophobie, dès lors qu'on tient un discours un peu critique, on s'installe dans le grief et dans la plainte. Et moi, je serais d'accord avec madame pour dénoncer le racisme, mais tous les racismes, c'est des proches qui disaient « je m'inscrirai à SOS Racisme le jour où on mettra racisme au pluriel ». Voilà, racisme au pluriel pour Alain Finkielkraut. Bonjour Pascal Horry. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Paris 1. Vous êtes en Israël pour une série de conférences à l'occasion de la sortie de votre livre. Voilà, je vais le montrer à l'écran. Ça s'appelle « Ce que dit Charlie », 13 leçons d'histoire. Ça a été publié il y a quelques jours aux éditions Gallimard. Vous donnez d'ailleurs une conférence dès ce soir à l'Institut français de Tel Aviv. D'abord, une réaction sur cette polémique. Que penser de cette agression verbale en bonne et due forme? Oui, agression verbale, c'est certain. En même temps, ce type de polémique où chacun se crispe et outre un peu ses thèses, ça ne fait pas tellement avancer le débat. Je vous signale qu'au même moment, fort heureusement, vous avez par exemple le succès de Boualem Sansal, qui est un écrivain algérien de langue française, sans doute de culture berbère, ça explique beaucoup de choses, 300 000 exemplaires, parce que lui attaque l'islamisme, mais effectivement d'un autre point de vue. J'aime beaucoup Alain Finkielkraut, je le trouve même fondamentalement sympathique sur le plan humain, mais c'est vrai que unifier en disant idéologie des banlieues, c'est oublier que moi, par exemple, j'ai sans arrêt des jeunes beurs, et encore plus des beurettes, hein, ça c'est très important, dans mes amphithéâtres, qui prouvent que l'intégration, ça continue à fonctionner. Il parle d'un courant minoritaire quand même. Est-ce que sur le fond, pour vous, cette idéologie des banlieues n'existe pas, pour simplifier, une idéologie qui cliverait encore davantage la société française? En gros, ceux qui disent « je suis pas Charlie ». Écoutez, elle existe, elle s'est plutôt durcie, elle est évidemment liée à la culture musulmane, entre guillemets, d'origine de certains de ceux qui la portent. En même temps, je maintiens que la question est de savoir si, dans une société comme la société française, entre parenthèses, ça ne concerne pas que la France, à regarder l'Allemagne, etc., si les facteurs de désintégration vont l'emporter dans une course de vitesse sur les facteurs d'intégration. Au même moment, vous avez quantité de signes d'intégration. Il y aura évidemment toujours des « je ne suis pas Charlie ». Vous constaterez qu'il y a eu très peu de « je ne suis pas Bataclan », hein, parce qu'entre Charlie et Bataclan, on a élargi la cible, puisque vous parlez en termes de balistique. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des dissidences, mais c'est pas représentatif. Des intellectuels de dénoncer ces courants minoritaires? Mais les intellectuels ont tous les droits, mais certains sont, disons, plus modérés que d'autres. Voilà. Alors, c'est peut-être votre cas, on va le voir immédiatement dans ce livre, hein, on va en parler. Ce que dit Charlie, 13 leçons d'histoire. Vous analysez donc à la lumière de l'histoire ce que révèlent les attentats de janvier sur notre époque. Hein, vous l'avez écrit avant les attentats de novembre. D'abord, est-ce que ce terrorisme, hein, ce nouveau djihadisme mondial qui frappe de plein fouet l'Occident est un phénomène inédit dans l'histoire? Le terrorisme, c'est un mot qui correspond tout à fait à ce qu'on connaît en Occident depuis 150 ans. Hein. Les mouvements dits anarchistes ou les mouvements dits nihilistes en Russie, il y a 150 ans, ou à peu près, c'est déjà ça. C'est-à-dire que c'est une stratégie qui consiste à attaquer un système avec un gros S, en l'obligeant à se durcir, en lui faisant peur, parce que le but, c'est pas de tuer, c'est de terroriser, il ne faut pas oublier, et en entraînant sa chute. Je signale en tant qu'historien, je ne suis pas prophète, surtout avec un grand P, hein, et que jamais ce système n'a fonctionné. C'est-à-dire que la stratégie terroriste a toujours été un échec, la bande à Bader aussi. Ouais. Alors justement, on va y revenir dans un instant, mais vous le dites, hein, le but du terrorisme, ce n'est pas de tuer, mais c'est de terroriser, faire trembler l'ennemi, le réduire à la paralysie. Vous utilisez le mot de sidération. Est-ce que la France, aujourd'hui, est sidérée? Mais justement pas. Moi, ce qui me frappe en 2015, c'est moins les attentats, même à répétition, même s'il y en a ce soir. Parce que d'une certaine façon, c'était prévisible. Il y avait eu des précédents depuis le 11 septembre, voire avant. Bon, c'est la réaction de la société française qui était intéressante. Ça, c'était imprévisible. Comment allait-elle réagir? Est-ce qu'elle allait réagir comme le souhaitent les terroristes, c'est-à-dire dans le sens de la fitna, dans le sens de la guerre civile? Vous auriez imaginé 40 000 personnes, pas 4 millions, il y en a eu 4 millions, qui seraient descendues, comme en Allemagne, ça va peut-être se produire, au cri de mort aux Arabes. C'est pas ça que la France a choisi. Elle a choisi de parler de liberté d'expression, donc de valeurs, de fondamentaux. Elle a choisi de dire « je suis Charlie, je suis juif, je suis musulman, je suis flic ». Grâce au gouvernement ou grâce à la société civile? C'est entièrement la société civile. Le gouvernement a suivi, d'ailleurs il a fait son job, si j'ose dire, mais c'est pas du tout lui qui l'a impulsé. Les médias ont joué un rôle très important quand même, parce que les médias ont perçu après Charlie qu'ils étaient directement touchés, mais après vous avez eu l'hypercacher, puis vous avez eu Novembre. La société française a tenu. Je trouve ça remarquable. Je n'ai pas de jugement de valeur. Quand je dis remarquable, ça digne d'être remarqué. On n'a pas, pour l'instant, l'état de guerre civile souhaité par le terrorisme. Pourtant, cet esprit du 11 janvier n'a pas tenu vraiment longtemps. Mais je pense qu'il tient, parce que regardez ce qui s'est passé en novembre. Ouais. C'est dans le prolongement, d'autant plus que, cette fois-ci, la partie de la société qui pouvait être « je ne suis pas Charlie », s'est trouvée
touché, parce que vous savez, le Stade de France, il y avait des Je ne suis pas Charlie au Stade de France. Absolument. Alors, autre postulat que vous développez dans ce livre, vous parlez de la méthode du terrorisme, vous parlez de la dramaturgie, des mises en scène. C'est vrai que pour caricaturer ces attentats signés Daesh sont des mises en scène dignes de scénarios hollywoodiens. Ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas prophète, mais ça veut dire que ces terroristes vont tenter d'aller toujours plus loin dans l'horreur, dans la barbarie, dans cette mise en scène, justement. Mais je pense que dès l'origine, il y a environ 150 ans, le terrorisme, ça pouvait se définir comme une mise en scène au service de la guerre civile. Mais il faut de la mise en scène. Aujourd'hui, on a les moyens de la mise en scène. Et Daesh consacre seulement 2% visiblement de ses vidéos, d'après les spécialistes, à terroriser, à essayer de terroriser les adversaires. 98%, c'est quasiment du bisounours. Ça consiste à dire, demain, l'utopie... C'est un projet utopique, Daesh. Mais les 2% qui terrorisent sont assez efficaces dans un premier temps. Mais regardez, pour l'instant, ça provoque plutôt le rejet. Donc ça, à mon avis, ça fédère contre. Alors voilà, vous êtes plutôt optimiste en tout cas. Je ne vais pas être optimiste ou pessimiste. En tout cas, pour l'instant, je constate que la société française, au bout d'un an, 2015, a tenu, alors qu'il y avait des prophètes qui disaient, regardez, elle est démantibulée, 4 millions de personnes qui descendent sur des mots d'ordre fédérateurs. Et puis, très sincèrement, après les attentats, et demain, s'il y en a une troisième vague, par qui est-ce que je suis fouillé à l'entrée des bâtiments? Par des blacks et par des beurs. Je veux dire, faut pas... Voilà. Voilà. Alors, vous expliquez pour finir, et c'est pour ça que je parle d'optimisme peut-être, mais vous vous basez sur l'histoire, vous êtes historien, c'est normal que dans l'histoire, finalement, le terrorisme a toujours échoué. Reste à savoir pourquoi il échoue, parce qu'il capitule, parce qu'il s'essouffle, ou parce qu'on réussit à le vaincre. Est-ce qu'aujourd'hui, la France... le monde occidental a une chance de vaincre Daesh? Mais écoutez, regardez Churchill en 40. Quand on parle aujourd'hui du drapeau tricolore qui est rebrandi en France après peut-être 50 ans de mise entre parenthèses pour quantité de raisons et la Marseillaise, le patriotisme, c'est pas le nationalisme. Le patriotisme, c'est fonctionnel à un moment de crise grave, une nation, appelons ça une nation, la France c'est une nation, fondée sur beaucoup d'immigration, entre parenthèses, comme d'autres pays, et c'est pas un pays dont on parle, c'est plutôt un pays vers lequel on est allé. Eh bien, cette nation a tenu et elle a même retrouvé ses fondamentaux. C'est tout ce que je constate. On verra bien si ça continue. Merci beaucoup Pascal Horry d'être passé nous voir ce que dit Charlie, 13 leçons d'histoire aux éditions Gallimard. En bref, dans ce contexte, sachez qu'une future enseignante a été interpellée jeudi par la police à Lyon pour apologie du terrorisme. Âgée de 24 ans, cette professeure stagiaire à l'école supérieure du professorat et de l'éducation a été placée en garde à vue. Elle devra comparaître sous 2 mois devant le tribunal. A été interpellée après avoir envoyé des messages de menaces à des membres de l'ESP de confession catholique. Dans l'actualité internationale de ce dimanche, je vous le disais en titre, toujours pas de gouvernement en Espagne, plus d'un mois après les élections législatives. Et c'est Mariano Rajoy, le Premier ministre sortant, qui a jeté l'éponge, incapable de former une coalition. Océane Nicole. L'Espagne est toujours sans gouvernement. Plus d'un mois après les élections du 20 décembre, le Premier ministre Mariano Rajoy rend son tablier. Il renonce à se présenter à la présidence du gouvernement, mais il maintient sa candidature. Le conservateur ne souhaite pas essuyer un échec au Parlement. Je ne cherche ni chercherai pas de soutien parmi ceux qui n'acceptent pas la souveraineté nationale, ni parmi ceux qui pensent que les Espagnols ne sont pas égaux. Je ne cherche pas de soutien parmi ceux qui exhibent des mesures économiques propres aux radicaux et aux extrémistes qui peuvent ruiner le pays. Le parti anti-austérité Podemos a tenté de séduire les socialistes, mais le dirigeant Pedro Sánchez refuse leur exigence pour former un gouvernement. Le parti socialiste indique qu'il maintient le dialogue avec toutes les forces politiques pour évaluer la situation, notamment avec le parti libéral de Ciudadanos. Pour Mariano Rajoy, ces alliances et tactiques politiques n'ont rien de bon pour l'Espagne. Pour être le chef du gouvernement d'Espagne, il ne suffit pas de s'humilier et de s'hypothéquer. Nous avons besoin d'un chef avec de la dignité. La situation politique espagnole semble donc dans une impasse. Le roi Felipe d'Espagne s'entretiendra cette semaine avec les dirigeants des partis représentés au Parlement. Si avant le 20 février prochain, aucun gouvernement n'est formé, de nouvelles élections devront être organisées. Et puis au Portugal, voisin, jour de vote ce dimanche. Les bureaux de vote ont ouvert pour l'élection présidentielle ce matin. Un scrutin que l'ancien président du Parti social-démocrate centre-droit, Marcelo Rebelo de Sousa, devrait remporter dès le premier tour, en tout cas selon les sondages. Il est bientôt 12h45 à Tel Aviv. C'est le journal. Merci d'être avec nous sur I24. Les titres avec vous, Léonore Weigle. Et oui, à commencer avec cette tempête, l'une des pires tempêtes que les États-Unis aient connues
connu. Jonas, aussi rebaptisé Snowdzilla, paralyse la côte est du pays avec un bilan déjà très lourd, au moins 20 morts, des centaines de milliers de foyers sans électricité, des villes entièrement paralysées. Les opérations de déblayage devraient commencer dimanche matin. C'est un changement de ton très surprenant des États-Unis envers le gouvernement d'Erdogan. En visite officielle en Turquie, le vice-président américain Joe Biden dénonçait la veille les dérives autoritaires du gouvernement turc. Mais au cours de son entretien avec le Premier ministre, il dénonce cette fois la menace du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Une menace aussi importante que celle de Daesh, selon lui. Et puis en France, quelques 2000 personnes ont assisté à la manifestation de soutien aux migrants à Calais. Le rassemblement s'est déroulé dans le calme jusqu'à ce qu'un groupe de réfugiés afghans ne force l'entrée d'un ferry dans l'espoir de se rendre en Grande-Bretagne. Ils ont finalement été évacués par la police. D'autres débordements ont également été signalés en centre-ville. Merci Éléonore. On jette tout de suite un coup d'œil à la météo de ce dimanche. h 46 à Tel Aviv, c'est le journal, c'est le rendez-vous diplomatique de la semaine à ne pas rater. Le président iranien Rouhani arrive à Paris mercredi, une visite qui intervient dans un contexte favorable pour Téhéran puisque les sanctions occidentales viennent d'être levées et cette étape française devrait se conclure par la première commande commerciale d'envergure, 114 Airbus Océanicole. Première visite officielle en Europe. Cette semaine, le président iranien Hassan Rouhani se rend en Italie puis en France. Un voyage prévu en novembre mais finalement annulé en raison des attentats de Paris. Une visite qui intervient dans un contexte favorable à l'Iran, une semaine après la levée de ses sanctions économiques. Le président Rouhani espère bien relancer ses relations avec Rome et Paris. Les deux pays étaient les principaux partenaires économiques de l'Iran avant le renforcement des sanctions internationales en 2012. Au programme de sa visite à Paris, une rencontre avec son homologue François Hollande. Le président français souhaite revenir en force en Iran, notamment dans le secteur automobile. Les constructeurs français Renault et Peugeot étaient des partenaires privilégiés de l'Iran. Ils contrôlaient plus de 30% du marché automobile iranien. François Hollande espère bien retrouver cette place perdue malgré la concurrence des constructeurs allemands et asiatiques. Les discussions se tourneront également sur les conflits et crises que traverse le Proche-Orient. François Hollande appelle au retour au calme entre l'Iran et l'Arabie Saoudite après que les deux pays aient rompu leurs relations diplomatiques. Sur la table des discussions également le conflit syrien. Leur position reste toujours éloignée. Téhéran soutient le régime de Bachar al-Assad, une idée contraire à la France. Pour François Hollande, l'avenir de la Syrie ne peut se faire sans l'actuel président syrien. Mais avant de recevoir le président iranien, François Hollande est ce dimanche en Inde pour une visite de 3 jours. Et là aussi, objectif business. Johanna Citruc du service Éco. Le plus grand enjeu de cette visite, la vente de 36 Rafales. Mais l'Elysée, ce dimanche, se veut prudent. Oui, effectivement, ça y est, le président français est arrivé en Inde. C'est sa deuxième visite officielle depuis qu'il est au pouvoir. Et donc, en tout, 3 jours avec un objectif, même si l'Élysée refuse de l'avouer. Ce que vous avez dit, c'est la vente de ces 36 Rafales. Un contrat estimé à 5 milliards d'euros. L'annonce avait été faite par le Premier ministre indien Narendra Modi lors de sa dernière visite à Paris. C'était en avril 2015. On va l'écouter. La France a toujours pris en compte nos demandes, y compris nos critiques. Et c'est pourquoi j'ai demandé, une fois encore, au président de nous fournir 36 Rafales clés en main, et ce, dans un avenir proche. Les termes et conditions doivent maintenant être négociés, et nos services vont discuter de ces questions en profondeur afin de faire avancer les négociations.
Alors on l'a dit, prudent ce matin du côté de l'Elysée. Pourquoi? Où en sont les négociations? Alors en fait, selon François Hollande, les négociations sont en bonne voie, même si les chances de finaliser, de conclure ce contrat pendant cette visite sont assez minces. Le problème, c'est qu'il y a quelques petites discordes encore sur les aspects techniques, sur le prix, notamment puisqu'un Rafale coûterait environ 200 millions d'euros. Et puis il y a aussi où vont être construits ces avions. Forcément, la France veut que ce soit en France et l'Inde veut que ce soit en Inde, ou au moins une partie, puisqu'une telle construction permettrait de créer beaucoup d'emplois. Par ailleurs, si les négociations bloquent, c'est aussi peut-être parce que le contrat a été changé. Ce n'est pas le contrat initial, il a été revu à la baisse. Initialement, il portait sur la vente de 126 Rafales, mais l'Inde et la France n'avaient pas réussi à s'entendre. Alors voilà pour ces Rafales, des négociations qui pourraient durer plusieurs mois. Est-ce qu'il y a d'autres contrats, en tout cas, qui seraient signés lors de cette visite? Alors en tout, une cinquantaine de dirigeants d'entreprises françaises font partie de ce voyage. Par exemple, les patrons d'Alstom, d'Areva, EDF, Lafarge ou encore Suez Environnement. Tous veulent profiter du dynamisme de l'économie indienne. Selon le FMI, en 2015, la croissance devrait atteindre 7,5% et donc dépasser celle de la Chine. Et le pays a besoin d'aide, notamment en ce qui concerne le développement urbain. Pas loin de 700 milliards d'euros sur 20 ans, selon Paris. New Delhi a par exemple lancé Smart City. Il s'agit de construction de villes intelligentes, un programme qui devrait particulièrement intéresser les entreprises françaises. Donc peut-être que d'autres contrats vont être signés. Johanna Citruc du service éco, merci. Et économie toujours, le forum de Davos s'est achevé. Comme chaque année, les critiques ont fusé contre cette réunion du Club des riches. Le bilan de ce sommet, signé Gabriel Nolin. Fin des discussions pour les 2500 chefs de grandes entreprises et leaders politiques présents à Davos. Au terme de 4 jours de forum, séminaires et débats, le sommet s'est terminé sur une session sur l'économie mondiale. La révolution numérique, thème de la rencontre, s'est vue dépassée par les inquiétudes qui pèsent sur l'année 2016. Le ralentissement de la croissance de la Chine, tombé à son plus bas chiffre cette année, 6,9%, a occupé une place majeure des échanges, beaucoup craignant qu'une crise mondiale en découle. Une hypothèse que la directrice du FMI, Christine Lagarde, a réfutée. À propos de la Chine, j'entends depuis des années dire que l'on est sur le point d'avoir un atterrissage compliqué. Toutes les personnes sur ce panel vont vous dire que nous ne voyons pas d'atterrissage compliqué. La chute du prix du baril de pétrole, mais aussi la crise des migrants et son impact sur l'Europe ont également été évoqués. C'est la crise des réfugiés qui est un peu ça passe ou ça casse, de mon point de vue personnel et non du point de vue du FMI. Parce que du point de vue du FMI, si la crise des réfugiés est bien menée, si le processus d'ingérence est mené d'une manière cohérente et organisée dans le court moyen terme, ça ira vers la hausse. Et nous avons pensé que pour la zone euro en moyenne, ça serait une croissance de 0,2% jusqu'à 0,5% pour les pays comme l'Allemagne ou la Suède qui sont les plus susceptibles d'intégrer les réfugiés. Cette année à Davos, c'est aussi celle de la réconciliation avec la France. Pour la première fois, un chef de gouvernement socialiste s'est rendu sur place. Manuel Valls et son ministre de l'économie, Emmanuel Macron, ont participé aux discussions. Le Brexit, sortie éventuelle de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, a été abordé. Je suis optimiste quant au fait que nous allons avoir un bon accord pour la Grande-Bretagne et un bon accord pour l'Union européenne. Je pense que le peuple britannique voudra rester dans une Union européenne réformée. Le changement climatique, la guerre contre le terrorisme, la croissance des pays émergents, autant de thèmes qui ont été débattus lors de cette conférence de l'élite économique mondiale. Le président du Forum économique de Davos le dit lui-même, il n'a jamais eu à aborder autant de problèmes depuis sa création. Militaires, pompiers, journalistes, certains métiers sont plus stressants que d'autres. Un classement des métiers les plus éprouvants vient d'être publié. Betsabé, vous nous en dites plus. Oui, alors c'est le site américain CareerCast qui a publié son classement des 10 métiers les plus stressants. Alors, en peloton de tête des métiers les plus stressants, donc on a militaires, pompiers, pilotes d'avion, officiers de police. Alors, risque, danger, responsabilité, jusque-là, rien de très bouleversant. Viennent ensuite les organisateurs d'événements et les responsables de communication. Pourquoi ? Eh bien, les caprices des clients et puis les délais serrés. Les cadres, dirigeants bien sûr, responsabilité, rythme salarié à supporter au quotidien. Autre métier stressant, en 8e position, animateur radio, passé de la 10e à la 9e place, le métier de journaliste.
Course après l'info, course contre le temps, course à 4h30 du matin pour être à l'heure à l'antenne et bien sûr regard du public. On note au passage qu'avec le métier de pilote, celui de journaliste fait aussi partie des métiers les moins compatibles avec la vie de famille. Enfin, chauffeur de taxi, entre clients pas forcément polis, embouteillage et autres véhicules de tourisme avec chauffeur, bref, la concurrence. Voilà, donc on est bien dans ce top 10. Alors justement, comment ce classement a été établi? C'est quoi les critères en fait pour comprendre si on fait un métier stressant? Alors plusieurs critères, des facteurs comme travailler sous le regard du public, vitrine, stand ou encore télévision, devant respecter les échéances, les deadlines, les déplacements, puis les conditions environnementales, pensez au pressing et ses produits toxiques ou encore les pollutions sonores, le bruit, le potentiel de croissance de l'emploi aussi. Alors pour surmonter le stress, bref, avant de se quitter, quelques petits conseils, pensez de façon positive, exercez-vous à dire non aussi, faites des pauses, voire prenez un jour de congé si c'est possible ou encore méditez. Et puis si vraiment vous êtes dans l'urgence, vous pouvez toujours commencer par prendre une respiration profonde. Voilà, on respire, on prend des pauses et on va prendre un jour de congé bientôt. Merci beaucoup. Betsabé, à suivre dans le journal. Il est bientôt 13h à Tel Aviv. Dans 5 minutes, on reviendra sur les grands titres à la une de l'actualité de ce dimanche et notamment ce blizzard, le blizzard de la décennie. Snowzilla s'est abattu sur la côte est des États-Unis. C'est une tempête historique. Beaucoup de villes paralysées ce dimanche et le bilan, toujours provisoire, s'élève à au moins 20 morts. On voit ça dans moins de 5 minutes. Restez avec nous, c'est le journal sur I24.